Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour un JT de la crypto. Énormément de choses à dire. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, on va débriefer le FOMC de hier soir. On va faire un point sur les différents marchés parce qu'il y a eu énormément de volatilité ces derniers jours. Et on va parler actualité parce qu'il y en a eu beaucoup. Franchement, ça va dans tous les sens ces derniers jours. Donc ça va être très intéressant de suivre tout ça. Comme d'habitude, juste avant de vous abonner, je vous invite, juste avant de commencer, justement, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. Et c'est parti, on commence tout de suite. Un marché donc très volatile, comme je vous le disais, un marché qui va un petit peu dans tous les sens. Un jour ça monte, un jour ça descend. Alors on reste évidemment plutôt haussier sur les derniers jours et sur les dernières semaines, puisqu'on a un Bitcoin quand même, il faut se le rappeler, qui est venu chercher les 28 000 $. On voit sur les 7 derniers jours quasiment plus 16% sur Bitcoin, quasiment plus 10% sur Ether et une grosse majorité des alts qui a aussi bien performé. Du côté de l'Indifferent Grid, on reste dans un niveau de confiance, même si on a baissé un petit peu cette nuit avec la baisse suite au FOMC, mais ça reste évidemment largement correct. Alors comme je vous le disais, beaucoup de volatilité, un marché qui s'est totalement écroulé, un Bitcoin qui a perdu quasiment 7% en 2 heures hier soir après le FOMC, et puis qui aujourd'hui a ravalé toute cette baisse d'hier et on revient du coup sur des niveaux similaires aux alentours des 28 000 $. La plupart des gaps CME qu'on avait dans cette zone, certains qui dataient de la semaine dernière, d'autres de juin 2022, ont tous été comblés, ont tous été récupérés. Donc on est un petit peu dans une zone neutre désormais entre la résistance des 25 000 et celle des 30 000 $. Personnellement, je pense qu'on va directement continuer cette hausse vers les 30 000 $ avec une légère déviation au-dessus de celle-ci, avant un retour plus bas pour aller chercher la FVG qu'on a laissé plus bas et l'autre gap CME qu'on avait créé justement le 11 mars dernier. Évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes puisque les situations peuvent très vite évoluer comme on l'a vu ces dernières semaines, puisqu'une cassure en weekly des 30 000 $, là aussi nous ferait rentrer dans un tout autre scénario, dans une toute autre dimension. Donc évidemment, tout ça va être observé avec attention comme d'habitude. En tout cas, cette volatilité nous permet de prendre un certain nombre de positions extrêmement intéressantes sur le marché. On va faire un petit tour des trades qui ont été pris sur cette semaine. Alors, je ne vais pas tous les faire parce que ça ferait un petit peu beaucoup. Mais en tout cas, il y a eu des très belles positions. Je pense notamment à celle-ci sur AVAX que je vous ai partagé ce matin lors de la matinale trading. On pourrait aussi parler de celui-ci sur Atom qui a été aussi partagé pendant la matinale trading. Il y a eu aussi un magnifique trade qui a été pris sur le Blur il y a quelques jours. Cette fois-ci en H4. Hop, alors je vous affiche ça. Un trade qui démarre aussi très bien. On pourrait parler aussi du masque. Hop. Alors le masque qui a été un petit peu en difficulté. Et puis au final, qui est tout de suite reparti vers le haut. Non, même pas, le masque est parti direct. Oh, non, j'allais dire il a rebaissé hier soir, mais non, même pas. Donc vous voyez, masque, c'est pareil, une magnifique prise de position. Tout ça, c'est des trades que je vous ai partagés dans les serveurs Discord, encore une fois, et des fois en live. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi le LDO. LDO, il est où? Il est ici. Voilà, LDO qui performe très bien. Et puis, je pourrais vous citer aussi le XRP, sur lequel on s'était positionné dimanche soir. Donc voilà, je vous laisse aller voir dans le Discord, de toute façon vous avez toutes les analyses, etc. Donc bref, beaucoup de volatilité, beaucoup d'opportunités et donc de très beaux bénéfices. Je ne parle même pas des trades qu'on vous a envoyés sur le Forex, puisque là ça a été aussi des résultats extrêmement intéressants. Je crois qu'aujourd'hui on a fait 17 R sur le Forex juste avec Euro USD. Maintenant, il va falloir rester très attentif puisque la volatilité va rester au goût du jour, va rester au rendez-vous pour moi dans les prochaines semaines. Et surtout que désormais, on est dans une zone un petit peu d'indécision. Personnellement, je ne me repositionne pas pour le moment et je vais plutôt attendre de voir si je peux choper de nouvelles entrées longues ou de nouvelles entrées short en fonction de où ira le marché. Donc je vais continuer à prendre des positions sur des alts, à trader les alts, à prendre des positions à court terme, mais je ne vais pas me réexposer sur des prises de position en swing puisque pour moi, sur du moyen terme, je suis trop indécis pour le moment. J'ai identifié ce scénario que vous voyez ici en orange, mais pour moi, c'est trop incertain pour rentrer par exemple ici en long, puis après en short, ça c'est une évidence. Voilà pour le marché crypto. Pour les indices boursiers, très bonne réaction aussi de S&P 500 depuis quelques jours qui performe bien. Même chose sur Nasdaq. Et de l'autre côté, on a un dollar qui est lui beaucoup plus en difficulté. J'ai envie de dire, ça nous arrange, tant mieux, et en espérant que ça continue comme ça, même si en réalité, je ne pense pas. Ça me permet tout de suite de faire un lien, une transition vers les résultats macroéconomiques qu'on a pu avoir hier soir, notamment avec le FOMC.
Premier FOMC de l'année 2023, dans un contexte extrêmement particulier de crise systémique bancaire, et évidemment les yeux de toute la planète qui étaient rivés sur ces décisions. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne, elle, avait décidé de combattre de front à la fois l'inflation et la crise systémique bancaire en continuant la hausse des taux d'intérêt directeurs de 50 points. Ce n'a pas été le cas pour la Fed hier soir puisque Jérôme Powell a décidé d'augmenter de seulement 25 points les taux d'intérêt directeurs pour tout de même les faire monter à 5%. C'est un record depuis 2006 et il faut savoir que c'est aussi le top qui avait été anticipé par les marchés des taux d'intérêt directeurs. C'est-à-dire que pour les marchés, les taux n'iront pas plus loin. Et donc, on le sait, il y a de très grosses probabilités qu'ils y aillent. Et donc, évidemment, ça pourrait mettre en difficulté les marchés. Tout ça permet une légère détente au final sur les marchés financiers, puisque je vous le rappelle, des taux US sur 2 ans qui baissent, c'est aussi un dollar qui baisse. Et ça veut dire que ça laisse davantage de place aux assets risqués tels que Bitcoin ou encore le marché action. Sauf qu'en réalité, cette situation, et Jérôme Powell l'a rappelé hier soir, est formellement temporaire et évidemment exceptionnelle au vu de la crise systémique actuelle qu'il demande à être d'abord comblée avant en fait d'aller chercher un combat beaucoup plus important de l'inflation. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc voilà les résultats qu'on a eu hier soir, donc entre 19h et 19h30. De toute façon, on a suivi ça en direct comme d'habitude. C'est pas les seuls résultats macroéconomiques qui ont été importants à suivre ces derniers jours. On a eu par exemple cet après-midi les résultats du chômage américain. Chômage américain qui est en baisse. Je vous rappelle que le chômage peut être un levier utilisé par la Fed justement ou par les institutions monétaires pour justement contrer l'inflation. Okay, c'est un outil qu'ils ont à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'un chômage qui monte, ça fait du coup moins de gens qui achètent des produits, donc les prix baissent. Okay, la demande diminue, donc forcément les prix aussi. Donc ça peut être un outil, sauf que là, on voit que le chômage continue encore de baisser, avec 191 inscriptions hebdomadaires cette semaine, contre 197 000 attendus par le consensus des analystes. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Voilà, et on terminera la semaine, j'en profite pour vous faire un petit point dessus, on terminera la semaine demain avec pas mal de résultats aussi, puisqu'on aura notamment les résultats des PMI manufacturiers et des services, que ce soit en France, en Allemagne, enfin dans l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis demain après-midi. Donc il y aura pas mal de résultats très importants et très intéressants à surveiller. Évidemment, on sera ensemble pour cela. Donc voilà, de ce point de vue-là, un petit peu ce qu'on peut en dire. La situation n'a au final pas tellement changé malgré la crise systémique actuelle. Donc ça, c'est important de le noter et c'est important de le garder à l'esprit. Il y a toujours aussi la fameuse menace de récession qui plane au-dessus de nous, je vous le rappelle. Donc ayez conscience de tout ça, gardez-le à l'esprit. N'allez pas FOMO et vous emballer dans des scénarios ultra bullish ou ultra bearish, évidemment, dans les semaines à venir, bien évidemment. Voilà. Ce que je pouvais dire de ce point de vue-là. On va enchaîner désormais sur une deuxième partie qui va un petit peu plus concerner de l'actualité parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais juste terminer avec du coup un petit débrief quand même de la conférence de presse parce que là c'est vrai qu'on a été surtout sur les décisions en fait qui ont été prises par la Fed hier, mais vous le savez, il y a quand même eu une conférence de presse qui a suivi ces décisions, où Jérôme Powell a rappelé quand même un certain nombre d'événements, enfin d'éléments, et a insisté sur certaines choses. Je vous ai fait une petite liste de citations que je vais vous lire. Il a déclaré que selon lui, le système bancaire était sûr. Là, déjà, on peut émettre des doutes. Je cite aussi, l'inflation reste bien au-dessus de notre objectif à long terme de 2%. Donc là, il réaffirme que les taux d'intérêt directeurs vont continuer de monter pour revenir à l'objectif de 2%. Il a précisé aussi que le processus de réduction de l'inflation a un long chemin à parcourir et sera probablement chaotique. Il a rajouté, l'inflation s'est quelque peu modérée depuis le milieu de l'année dernière, mais la force de ses lecteurs récentes indique que les pressions inflationnistes continuent d'être élevées. Il suppose que, de son point de vue, le système bancaire est vraiment solide et résilient et qu'il y a les capitaux et les liquidités nécessaires et relativement solides pour survivre à cela. Je termine avec une dernière citation. Avant les événements récents, nous étions clairement sur la bonne voie pour poursuivre la hausse des taux en cours. Donc, cela veut dire qu'effectivement, c'est bien une situation exceptionnelle. Bref, on va s'arrêter là pour ce FOMC qui a été quand même bien rempli et on va pouvoir avancer du coup sur les événements suivants. Premier élément, vous en avez probablement entendu parler. Alors, l'Assemblée nationale française fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, vous vous en doutez, au vu de la situation exceptionnelle avec le 49.3. Il y a un amendement
pardon, qui a été présenté devant l'Assemblée nationale cette semaine concernant l'interdiction effective de la promotion des crypto-monnaies par les influenceurs. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas une mauvaise chose, effectivement, ça peut éviter un certain nombre d'arnaques. Le problème, c'est que ça va interdire l'ensemble des discussions, des présentations ou des débats autour des crypto-monnaies. C'est-à-dire que même au-delà du sponsoring, des partenariats entre certains pseudo-influenceurs et des marques, en fait là c'est vraiment la discussion qui est interdite. C'est-à-dire que même ce genre de vidéo que je vous fais ce soir ne sera plus possible. Alors ça va être discuté, mais ça serait vraiment une très mauvaise chose pour l'écosystème français Web3. Et visiblement nos institutions n'ont absolument pas conscience de ça. Et à côté de ça, on voit dans plein d'autres pays une démocratisation vraiment du Web3, des cryptos, de la blockchain, etc. Je vais vous prendre un exemple flagrant. J'ai trouvé cette map tout à l'heure sur Internet qui montre le développement et l'utilisation grandissante des moyens de paiement crypto pratiqués par les plus grosses entreprises américaines. C'est en hausse de 80%, vous vous rendez compte. On pourrait citer aussi Hong Kong cette semaine qui a autorisé les ETF Bitcoin pour les investisseurs particuliers. Donc une fois de plus, nous en France, on va louper le wagon, on va louper le train et dans 10, 15, 20 ans, on va se plaindre que d'autres pays tels que les États-Unis, par exemple, entre autres, vont dominer ces marchés-là. Et on dira, mais nous, on est à la ramasse, on subit, c'est pas nous qui décidons. Mais oui, mais c'est maintenant qu'il faut sauter dans le train, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et il ne faudra pas venir se plaindre dans 10 ou 15 ans parce qu'on n'aura pas réussi à faire les choses correctement. C'est bien beau de vouloir réguler, mais il faut le faire de la bonne manière. Bref, en parlant de régulation et des institutions, il y a un magnifique projet de loi qui a été présenté par le Congrès américain aujourd'hui pour encourager le minage de Bitcoin. L'objectif est ici d'utiliser le mining comme un levier pour permettre aux États-Unis en fait, d'atteindre des objectifs énergétiques et environnementaux. Parce que oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, le minage de Bitcoin apporte un certain nombre de solutions environnementales, énergétiques et même autres pour toutes ces choses-là. Il y a énormément de solutions qui y sont créées et malheureusement, je pense que face à ça, on va avoir la SEC qui va évidemment se mettre en opposition au Congrès. Qui gagnera la bataille? Je ne sais pas, mais c'est bien d'avoir quand même là ce genre de news. Une autre bonne nouvelle, c'est le fondateur de Luna qui était en cavale depuis un certain nombre de mois, qui a été aujourd'hui arrêté au Monténégro. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors évidemment, ça ne va pas rembourser toutes les personnes qui avaient de l'argent sur l'UST ou sur le Luna. Mais voilà, c'est quand même bien qu'on arrête les fautifs comme ça avait été le cas avec SBF fin 2022. Voilà, on va terminer avec un dernier petit graphe que je vous ai dégoté ce matin et que je trouve très intéressant. Cela s'appelle le cycle de Béner. Alors, ça date de 1875, hein, c'est quand même une cartomancie qui a quelques années. Elle représente en gros les périodes de ralentissement économique et de panique. En gros, ça permet d'identifier les périodes où l'économie va être au ralenti, mais où du coup, il va être intéressant de préparer sa fortune et sa réussite future, et les périodes un petit peu fast. Vous voyez que d'ailleurs, ces périodes fast sont toujours beaucoup plus rapides que les périodes de ralentissement économique. Aujourd'hui, ils considèrent, alors évidemment c'est à prendre avec des pincettes, hein, je ne vous dis pas que c'est la réalité des choses, que l'année 2019 a été le pic d'accélération économique et que jusqu'à 2035, on devrait plutôt être dans du ralentissement. Personnellement, je trouve que ça se ressent très très bien. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est une période idéale, en fait, pour construire, pour préparer son avenir. Okay, donc, ayez conscience de ça. Ce n'est pas un conseil en investissement, hein, mais vous aurez compris le petit message subtil et dissimulé que je vous ai transmis ici. Bref les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, mettez un petit like, posez vos questions dans les commentaires, abonnez-vous et n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord. Sur ce, bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.